6. Définition complète de la vertu morale et précision nouvelle. Ainsi donc la vertu est une disposition à agir d'une façon délibérée, consistant en une médiété relative à nous, laquelle est rationnellement déterminée, et comme la déterminerait l'homme prudent. Mais c'est une médiété entre deux vices, l'un par excès et l'autre par défaut. Et c'est encore une médiété en ce que certains vices sont au-dessous et d'autres au-dessus de ce qu'il faut dans le domaine des affections, aussi bien que des actions, tandis que la vertu, elle, découvre et choisit la position moyenne. C'est pourquoi dans l'ordre de la substance et de la définition exprimant la quiddité, la vertu est une médiété, tandis que dans l'ordre de l'excellence et du parfait, c'est un sommet. Mais toute action n'admet pas la médiété, ni non plus toute affection, car pour certaines d'entre elles, leur seule dénomination implique immédiatement la perversité, par exemple la malveillance, l'impudence, l'envie, et dans le domaine des actions, l'adultère, le vol, l'homicide. Ces affections et ces actions et les autres du même genre sont toutes en effet objets de blâme, parce qu'elles sont perverses en elles-mêmes, et ce n'est pas seulement leur excès ou leur défaut que l'on condamne. Il n'est donc jamais possible de se tenir à leur sujet dans la voie étroite, mais elles constituent toujours des fautes. On ne peut pas non plus à l'égard de telles choses dire que le bien ou le mal dépendent des circonstances, du fait par exemple que l'adultère est commis avec la femme qu'il faut à l'époque et de la manière qu'il convienne. Mais le simple fait d'en commettre un, quel qu'il soit, est une faute. Il est également absurde de supposer que commettre une action injuste ou lâche ou déréglée comporte une médiété, un excès et un défaut, car il y aurait à ce compte-là une médiété d'excès et de défaut, un excès d'excès et un défaut de défaut. Mais de même que pour la modération et le courage, il n'existe pas d'excès et de défaut, du fait que le moyen est à un sens un extrême. Ainsi, pour les actions dont nous parlons, il n'y a non plus ni médiété, ni excès, ni défaut. Mais quelle que soit la façon dont on les accomplit, elles constituent des fautes, car d'une manière générale, il n'existe ni médiété d'excès et de défaut, ni excès et défaut de médiété. 7. Étude des vertus particulières. Nous ne devons pas seulement nous en tenir à des généralités, mais encore en faire l'application aux vertus particulières. En effet, parmi les exposés traitant de nos actions, ceux qui sont d'ordre général sont plus vides et ceux qui s'attachent aux particularités plus vraies, car les actions ont rapport aux faits individuels et nos théories doivent être en accord avec eux. Empruntons donc les exemples de vertus particulières à notre tableau. En ce qui concerne la peur et la témérité, le courage est une médiété, et parmi eux qui pêchent par excès, celui qui le fait par manque de peur n'a pas reçu de nom. Beaucoup d'états, beaucoup de vertus et de vices n'ont d'ailleurs pas de nom. Tandis que celui qui le fait par audace est un téméraire, et celui qui tombe dans l'excès de crainte et manque d'audace est un lâche. Pour ce qui est des plaisirs et des peines, non pas de tous et à un moindre degré en ce qui regarde les peines, la médiété et la modération, et l'excès le dérèglement. Les gens qui pêchent par défaut en ce qui regarde les plaisirs se rencontrent rarement, ce qui explique que de telles personnes n'ont pas non plus reçu de nom, appelons-les des insensibles. Pour ce qui est de l'action de donner et celle d'acquérir des richesses, la médiété et la libéralité. L'excès et le défaut sont respectivement la prodigalité et la parcimonie. C'est de façon opposée que dans ces actions on tombe dans l'excès ou le défaut. En effet, le prodigue pêche par excès dans la dépense et par défaut dans l'acquisition, tandis que le parcimonieux pêche par excès dans l'acquisition et par défaut dans la dépense. Pour le moment, nous traçons là une simple esquisse très sommaire qui doit nous suffire pour notre dessin. Plus tard, ces états seront définis avec plus de précision. Au regard des richesses, il existe aussi d'autres dispositions, la médiété et la magnificence, car l'homme magnifique diffère d'un homme libéral. Le premier vit dans une ambiance de grandeur et l'autre dans une sphère plus modeste. L'excès, le manque de goût ou vulgarité, le défaut, la mesquinerie, ces vices diffèrent des états opposés à la libéralité, et la façon dont ils diffèrent sera indiquée plus loin. En ce qui concerne l'honneur et le mépris, la médiété et la grandeur d'âme, l'excès, ce que l'on nomme une sorte de boursouflure, le défaut de la bassesse d'âme. Et de même que nous avons montré la libéralité en face de la magnificence, différent de cette dernière par la modicité de la sphère où elle se meut. Ainsi existe pareillement en face de la grandeur d'âme, laquelle a rapport à un honneur de grande classe, un certain état ayant rapport à un honneur plus modeste. On peut en effet désirer un honneur de la façon qu'on le doit, ou
plus qu'on ne le doit ou moins qu'on ne le doit. Et l'homme au désir excessif s'appelle un ambitieux. L'homme au désir insuffisant, un homme sans ambition, tandis que celui qui tient la position moyenne n'a pas reçu de dénomination. Sans désignation spéciale sont aussi les dispositions correspondantes, sauf celle de l'ambitieux qui est l'ambition. De là vient que les extrêmes se disputent le terrain intermédiaire, et il arrive que nous-mêmes appelions celui qui occupe la position moyenne tantôt ambitieux et tantôt dépourvu d'ambition, et que nous réservions nos éloges tantôt à l'ambitieux et tantôt à celui qui n'a pas d'ambition. Pour quelles raisons agissons-nous ainsi? Nous le dirons dans la suite. Pour le moment, parlons des états qui nous restent à voir en suivant la marche que nous avons indiquée. En ce qui concerne la colère, il y a aussi excès, défaut et médiété. Ces états sont pratiquement dépourvus de toute dénomination. Cependant, puisque nous appelons débonnaire celui qui occupe la position moyenne, nous pouvons appeler débonnairité la médiété elle-même. Pour ceux qui sont au point extrême, irascible sera celui qui tombe dans l'excès, et le vice correspondant à l'irascibilité, et celui qui pêche par défaut sera une sorte d'être indifférent, et son vice sera l'indifférence. Il y a encore 3 autres médiétés ayant une certaine ressemblance entre elles, tout en étant différentes les unes des autres. Tout en effet concerne les relations sociales entre les hommes, dans les paroles et dans les actions, mais diffèrent en ce que l'une a rapport au vrai que ses paroles et ses actions renferment, les 2 autres étant relatives à l'agrément, soit dans le badinage, soit dans les circonstances générales de la vie. Nous devons donc parler aussi de ces divers états de façon à mieux discerner qu'en toute chose, la médiété est digne d'éloge, tandis que les extrêmes ne sont ni corrects ni louables, mais au contraire répréhensibles. Ici encore, la plupart de ces états ne portent aucun nom. Nous devons cependant essayer, comme dans les autres cas, de former nous-mêmes des noms en vue de la clarté de l'exposé, et pour qu'on puisse nous suivre facilement. En ce qui regarde le vrai, la position moyenne peut être appelée véridique et la médiété véracité, tandis que la feinte par exagération est vantardise, et celui qui la pratique un vantard, et la feinte par atténuation réticence, et celui qui la pratique un réticent. Pensons à l'agrément et voyons d'abord celui qu'on rencontre dans le badinage. L'homme qui occupe la position moyenne est un homme enjoué, et sa disposition une gaieté de bonne aloi. L'excès est bouffonnerie, et celui qui la pratique un bouffon. L'homme qui pêche au contraire par défaut est un rustre, et son état est la rusticité. Pour l'autre genre d'agrément, à savoir les relations agréables de la vie, l'homme agréable comme il faut est un homme aimable, et la médiété l'amabilité. Celui qui tombe dans l'excès, s'il n'a aucune fin intéressée en vue, est un complaisant, et si c'est pour son avantage propre un flatteur. Celui qui pêche par défaut et qui est désagréable dans toutes les circonstances est un chicanier et un esprit hargneux. Il existe aussi dans les affections et dans tout ce qui se rapporte aux affections des médiétés. En effet, la réserve n'est pas une vertu, et pourtant on loue aussi l'homme réservé, car même en ce domaine, tel homme est d'y garder la position moyenne. Un autre tombait dans l'excès, un autre enfin péchait par défaut, et celui qui tombe dans l'excès est par exemple le timide qui rougit de tout. Celui qui pêche par défaut ou qui n'a pas du tout de pudeur est un impudent, et celui qui garde la position moyenne un homme réservé. D'autre part, la juste indignation est une médiété entre l'envie et la malveillance, et ces états se rapportent à la peine et au plaisir qui surgissent en nous, pour tout ce qui arrive au prochain. L'homme qui s'indigne s'afflige des succès immérités, l'envieux va au-delà et s'afflige de tous les succès d'autrui, et tandis que l'homme qui s'indigne s'afflige des malheurs immérités. Le malveillant, bien loin de s'en affliger, va jusqu'à s'en réjouir. Mais nous aurons l'occasion de décrire ailleurs ces divers états. En ce qui concerne la justice, étant donné que le sens où on l'apprend n'est pas simple, après avoir décrit les autres états, nous la diviserons en 2 espèces et nous indiquerons pour chacune d'elles comment elle constitue une médiété, et nous traiterons pareillement des vertus intellectuelles. 8. Les oppositions entre les vices et la vertu. Il existe ainsi 3 dispositions, 2 vices, l'un par excès et l'autre par défaut, et une seule vertu consistant dans la médiété. Et toutes ces dispositions sont d'une certaine façon opposées à toutes. En effet, les états extrêmes sont contraires à la fois à l'état intermédiaire et l'un à l'autre, et l'état intermédiaire aux états extrêmes, de même que l'égal est plus grand par rapport au plus petit, et plus petit par rapport au plus grand. Ainsi, les états moyens sont en excès par rapport aux états déficients et en défaut par rapport aux états excessifs, aussi bien dans les affections que dans les actions. En effet, l'homme courageux par rapport au lâche paraît téméraire,
et par rapport au téméraire, lâche. Pareillement, l'homme modéré par rapport à l'insensible est déréglé, et par rapport au déréglé, insensible. Et l'homme libéral par rapport au parcimonieux est un prodigue, et par rapport au prodigue, parcimonieux. De là vient que ceux qui sont aux extrêmes poussent respectivement celui qui occupe le milieu vers l'autre extrême. Le lâche appelle le brave un téméraire, et le téméraire l'appelle un lâche, et dans tous les autres cas, le rapport est le même. Ces diverses dispositions étant ainsi opposées les unes aux autres, la contrariété maxima est celle des extrêmes l'un par rapport à l'autre, plutôt que par rapport au moyen, puisque ces extrêmes sont plus éloignés l'un de l'autre que du moyen, comme le grand est plus éloigné du petit, et le petit du grand, qui ne le sont l'un et l'autre de l'égal. En outre, il y a des extrêmes qui manifestent une certaine ressemblance avec le moyen, par exemple dans le cas de la témérité par rapport au courage, et de la prodigalité par rapport à la libéralité. Par contre, c'est entre les extrêmes que la dissemblance est à son plus haut degré. Or, les choses qui sont le plus éloignées l'une de l'autre sont définies comme des contraires, et par conséquent, les choses qui sont plus éloignées l'une de l'autre sont aussi plus contraires. À l'égard du moyen, dans certains cas, c'est le défaut qui lui est le plus opposé, et dans certains autres, l'excès. Ainsi, au courage, ce n'est pas la témérité, laquelle est un excès, qui est le plus opposé, mais la lâcheté, laquelle est un manque. Inversement, à la modération, ce n'est pas l'insensibilité, laquelle est une déficience, mais bien le dérèglement, lequel est un excès. Cela a lieu pour deux raisons. La première vient de la chose elle-même, une plus grande proximité et une ressemblance plus étroite entre l'un des extrêmes et le moyen fait que nous n'opposons pas cet extrême au moyen, mais plutôt l'extrême contraire. Par exemple, du fait que la témérité paraît ressembler davantage au courage et s'en rapprocher plus étroitement, et que la lâcheté y ressemble moins. C'est plutôt cette dernière que nous lui opposons, car les choses qui sont plus éloignées du moyen lui sont aussi, semble-t-il, plus contraires. Voilà donc une première cause qui vient de la chose elle-même. Il y en a une autre qui vient de nous. Les choses, en effet, pour lesquelles notre nature éprouve un certain penchant, paraissent plus contraires aux moyens. Par exemple, de nous-mêmes, nous ressentons un attrait naturel plus fort vers le plaisir. C'est pourquoi nous sommes davantage enclins au dérèglement qu'à une vie rangée. Nous qualifions alors plutôt de contraire aux moyens les fautes dans lesquelles nous sommes plus exposés à tomber. Et c'est pour cette raison que le dérèglement, qui est un excès, est plus spécialement contraire à la modération. 9. Règles pratiques pour atteindre la vertu. Qu'ainsi donc la vertu morale, soit une médiété, et en quel sens elle est, à savoir qu'elle est une médiété entre deux vices, l'un par excès, l'autre par défaut, et qu'elle soit une médiété de cette sorte parce qu'elle vise la position intermédiaire dans les affections et dans les actes. Tout cela, nous l'avons suffisamment établi. Voilà pourquoi aussi c'est tout un travail que d'être vertueux. En toute chose, en effet, on a peine à trouver le moyen. Par exemple, trouver le centre d'un cercle n'est pas à la portée de tout le monde, mais seulement de celui qui sait. Ainsi également, se livrer à la colère est une chose à la portée de n'importe qui, et bien facile de même de donner de l'argent et le dépenser, mais le faire avec la personne qu'il faut, dans la mesure et au moment convenable, pour un motif et une façon légitime, c'est là une œuvre qui n'est plus le fait de tous, ni d'exécution facile, et c'est ce qui explique que le bien soit à la fois une chose rare, digne d'éloge et belle. Aussi, celui qui cherche à atteindre la position moyenne doit-il tout d'abord s'éloigner de ce qui est le plus contraire et suivre le conseil de Calypso. Hors de cette vapeur et de cette houle, écarte ton vaisseau. Dans l'Odyssée. En effet, des deux extrêmes, l'un nous induit plus en faute que l'autre. Par suite, étant donné qu'il est extrêmement difficile d'atteindre le moyen, nous devons, comme on dit, changer de navigation et choisir le moindre mal, et la meilleure façon d'y arriver sera celle que nous indiquons. Mais nous devons en second lieu considérer quelles sont les fautes pour lesquelles nous-mêmes avons le plus fort penchant, les uns étant naturellement attirés vers telle faute et les autres vers telle autre. Nous reconnaîtrons cela au plaisir et à la peine que nous en ressentons. Nous devons nous en arracher nous-mêmes vers la direction opposée, car ce n'est qu'en nous écartant loin des fautes que nous commettons que nous parviendrons à la position moyenne, comme font ceux qui redressent le bois tordu, qui le tendent le plus fortement possible dans le sens opposé à la courbure, pour qu'en revenant, il reste dans la position intermédiaire. En toute chose, enfin, il faut surtout se tenir en garde contre ce qui est agréable et contre le plaisir, car en cette matière, nous ne jugeons pas avec impartialité.
Ce que les anciens du peuple ressentaient pour Hélène, nous devons nous aussi le ressentir à l'égard du plaisir et en toutes circonstances appliquer leurs paroles, en voulant la renvoyer dans sa patrie, s'en débarrasser. En répudiant ainsi le plaisir, nous serons moins sujets à faillir. Et si nous agissons ainsi, pour le dire d'un mot, nous nous trouverons dans les conditions les plus favorables pour atteindre le moyen. Mais sans doute est cela une tâche difficile, surtout quand on passe au cas particulier. Il n'est pas aisé en effet de déterminer par exemple de quelle façon, contre quelle personne, pour quelle sorte de raison et pendant combien de temps on doit se mettre en colère, puisque nous-mêmes accordons nos éloges tantôt à ceux qui pêchent par défaut en cette matière, et que nous qualifions de doux tantôt à ceux qui sont d'un caractère irritable et que nous nommons des gens virils. Cependant, celui qui dévie légèrement de la ligne droite, de la droite ligne, que ce soit du côté de l'excès ou du côté du défaut, n'est pas répréhensible. L'est seulement celui dont les écarts sont par trop considérables, car celui-là ne passe pas inaperçu. Quant à dire jusqu'à quel point et dans quelle mesure la déviation est répréhensible, c'est là une chose qu'il est malaisé de déterminer rationnellement, comme c'est d'ailleurs le cas pour tous les objets perçus par les sens. De telles précisions sont du domaine de l'individuel et la discrimination est du ressort de la sensation. Mais nous en avons dit assez pour montrer que l'état qui occupe la position moyenne est en toute chose digne de notre approbation, mais que nous devons pencher tantôt vers l'excès, tantôt vers le défaut, puisque c'est de cette façon que nous atteindrons avec le plus de facilité le juste milieu et le bien.